Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire. On en profite pour vous souhaiter une très belle Saint-Valentin puisque nous sommes le 14 février. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les matinales RSM, nous vous proposons des webinaires de 45 minutes le vendredi matin qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises en lien avec les larges domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, juridique, financier ou RH. RSM a vraiment à cœur de décrypter pour vous l'actualité quelle qu'elle soit, toujours très changeante et pleine d'enjeux pour vos structures. Alors, ce n'est pas toujours chose aisée. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait face à un contexte politique plus que mouvementé, avec l'absence de mesures pendant un laps de temps certain, du moins inhabituel. Aujourd'hui, les choses se mettent en mouvement, se mettent en place. Donc, il est temps pour nos experts de vous décrypter ces premiers éléments, ce qui nous amène à notre sujet du jour, la loi de finances 2025, enfin prêt pour le décryptage RSM. Avant de passer la main à nos experts du sujet, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Nous sommes donc un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je vais dans un très court instant laisser la parole à nos experts qui vont animer ce webinaire et qui représentent parfaitement la pluridisciplinarité de notre réseau. Nous aurons donc Sandra Pirou, qui est consultante patrimoniale chez RSM France, Anne Sebel, avocate fiscaliste, et Vincent Ominal, avocat associé au sein de RSM Avocat, puisque nous sommes très heureux de pouvoir présenter ce webinaire avec l'entité RSM Avocat, qui est en fait le rapprochement, ce début d'année 2025 entre FIDU-France, qui est cabinet historique spécialisé en droit des affaires et des sociétés, et des équipes juridiques et fiscales de RSM. Donc aujourd'hui, RSM Avocat, bah, c'est plus de 30 professionnels du droit, dont 14 avocats et dont nos 2 intervenants du jour, Vincent et Anne, qui sont réunis pour délivrer un conseil complet en droit des sociétés, fiscalité des entreprises, fiscalité patrimoniale et bien d'autres expertises. Je n'en dis pas plus et je vous laisse dans les mains de nos animateurs de ce matin. Merci Aurélia pour cette introduction et bienvenue Vincent, puisque l'année dernière nous étions toutes les deux, Anne, et donc nous sommes heureux de t'accueillir avec nous, parmi nous pour cette C'est avec plaisir que je présentation. vous rejoins. Allez, à nous pour cette matinale sur la loi de finances en cette Saint-Valentin. Donc, est-ce que la Saint-Valentin peut être un synonyme de la loi de finances? Eh bien, pourquoi pas, parce que c'est un engagement annuel que l'on retrouve chaque année, la loi de finances, et il faut renouveler les efforts et s'adapter aux changements dans ce contexte économique que l'on connaît tous. Donc, c'est parti pour une petite matinale, donc 45 minutes sur la loi de finances. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui? Donc, le barème de l'impôt sur le revenu, fort heureusement, il a été révisé. Voilà, donc le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé de 1,8 et donc il sera appliqué pour cette nouvelle loi de finances 2025. Ensuite, d'autres mesures pour les particuliers. À toi, Vincent. Alors, s'agissant des particuliers, il y a une première nouveauté, c'est la contribution différentielle sur les hauts revenus. Quel est l'objectif? Il est de garantir que les plus hauts revenus contribuent à hauteur au moins de 20% minimum de leurs revenus afin de renforcer ce que l'on peut appeler une justice fiscale, puisque la France est, comme chacun sait, très en retard en matière de prélèvements fiscaux, voire sociaux, par rapport aux autres pays d'Europe, voire du monde. Et donc, il fallait impérativement qu'elle rattrape ce retard. Et ce projet de loi de finances, donc 2025, introduit cette contribution différentielle qui vise donc des contribuables plutôt aisés, puisque à revenus très élevés. Quel est son champ d'application? C'est un petit peu le même que celui qui existe en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. C'est-à-dire qu'il concerne des contribuables domiciliés en France
fiscalement parlant, dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 euros pour une personne célibataire, veuve, séparée ou divorcée, ou 500 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Alors, comment se calcule cette nouvelle contribution différentielle? C'est assez simple, c'est par différence entre deux montants. Le premier, c'est l'impôt théorique correspondant donc à 20% du revenu fiscal de référence ajusté, puisque c'est l'objectif du législateur, auquel on déduit l'impôt qui sera réellement à acquitter par le contribuable concerné. Et si cette différence est évidemment négative ou nulle, il n'y a pas de contribution différentielle. Si, à l'inverse, cette différence est positive, autrement dit, si le contribuable devait avoir un impôt inférieur à 20% de ses revenus, alors cette différence positive constituera la contribution différentielle dont il devra s'acquitter. Alors, il est prévu des ajustements et des exonérations de façon à éviter notamment des doubles taxations et par exemple pour gommer les plus-values qui bénéficient d'un éventuel report d'imposition qui a été figé. Aussi, pour atténuer cet impact, il est prévu un mécanisme d'écrêtement qui réduit donc progressivement la contribution à verser pour les contribuables concernés. Et je vous fais l'économie, vu que nous manquons quand même un petit peu de temps, de rentrer dans les détails. Simplement, dernier détail sur cette contribution qui me paraît important, ce sont ces modalités de paiement, puisqu'un acompte de 95% devra être versé au cours, si je ne dis pas d'ânerie, de la première quinzaine du mois de décembre 2025. Et cet acompte de 95%, donc c'est quand même assez significatif, sera basé sur une estimation du revenu annuel. Donc j'ai envie de dire bon courage, puisqu'il faudra quand même, si ce n'est dire dans la boule, avoir quand même une vision relativement précise de ce montant que vous devrez estimer si vous êtes concerné, étant enfin précisé que la pénalité de 20% s'appliquera en cas de retard de paiement ou d'insuffisance de l'acompte. Donc, ça risque de poser matériellement quelques difficultés. Et pour conclure donc, sur ce point, vous noterez donc, que ce dispositif réduit à cette occasion les stratégies d'optimisation qui permettent de minimiser l'impôt par divers mécanismes, parmi lesquels, évidemment, certaines niches fiscales ou crédits d'impôt. Voilà. Et donc, les contribuables qui sont de généreux donateurs donc vont se retrouver finalement pénalisés avec cette disposition. Oui, alors il est possible effectivement, voilà, puisque c'est basé sur le revenu fiscal de référence ajusté, et effectivement tout ce qui sera considéré comme du crédit d'impôt ou certaines niches fiscales viendront réduire leur intérêt de ce point de vue. Donc j'ai envie de répondre synthétiquement oui à la question posée. Merci Vincent. Ensuite, à toi de nous parler des management packages, s'il te plaît. Ah oui, alors sujet évidemment toujours d'actualité. Je rappelle quand même, c'est un point important. Je serai peut-être plus concis sur les autres points sur lesquels j'expose les points, mais les management packages demandent un petit peu d'attention et donc de temps. Je précise que la loi donc, de finances pour 2025 vient doter donc d'un régime fiscal et social spécifique les gains issus dits de management package, qui sont des outils qui visent à lier la rémunération soit des dirigeants mandataires sociaux assimilés salariés, soit des salariés eux-mêmes d'une société, à l'évolution du capital de cette dernière. L'avantage tiré des options d'achat ou de souscription d'achat consenties en dehors des régimes spéciaux d'actionnariat du personnel, style stock option,
BSPCE, dont je dirais aussi quelques mots, ou AGA, attribution gratuite d'actions, n'est donc pas juridiquement ni fiscalement encadré par la loi jusqu'à présent. Dès lors, son traitement fiscal a donné lieu à un contentieux assez fourni ces dernières années pour savoir si les gains doivent être traités comme des salaires ou comme des plus-values de cession de valeurs mobilières. Et en réalité, par 3 arrêts de principe rendus en juillet 2021, le Conseil d'État a jugé que les gains résultant de l'acquisition, de l'exercice et de la cession de bons d'actions qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires, dès lors que ces gains trouvaient leur source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de salarié ou de dirigeant. Donc le PLF définit désormais un seuil en dessous duquel le gain réalisé constitue désormais une plus-value et au-delà duquel il constitue une rémunération relevant donc des traitements et salaires au plan fiscal dès lors qu'il est lié à la qualité de salarié. Alors, je dirais que par principe, le gain imposable en tant que plus-value de cession correspondra à la croissance de valeur de l'entreprise sur la période de détention des titres, mais il sera, du fait de cette loi nouvelle, plafonné à 3 fois la création de valeur relative de l'entreprise. Alors, je vais quand même en dire 2 mots, comprendra qui veulent. Il faudrait presque faire une matinale consacrée sur ce thème précis, parce que c'est un petit peu complexe. Puisque la loi prévoit désormais, je cite, que la limite d'un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l'acquisition des titres, du multiple de la performance financière diminué du prix de la souscription ou d'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, maintenant, si on est en dessous du seuil qui correspondra à un multiple de performance financière, eh bien, on sortira en plus-value. Si on est au-delà de ce seuil qui correspond donc à un multiple de performance financière, on sera en salaire. Et ce multiple de performance financière, il est fixé, ce n'est pas un montant fixe, il est déterminable, il n'est pas déterminé. Il est fixé à 3 fois le ratio entre la valeur réelle de la société émettrice à la date de la cession des titres et la valeur réelle de la société émettrice à la date d'acquisition de souscription de ces mêmes titres. Bon. Et donc, il faut multiplier ce ratio par 3, et si on le dépasse, on est donc en traitement et salaire. Si on est en deçà, on sort en plus-value. Je précise aussi que si on sort en salaire, sur le plan des prélèvements sociaux, est également créée une nouvelle contribution salariale libératoire de 10%. Et celle-ci sera, j'ai envie de dire, étrangement recouvrée comme les prélèvements sociaux portant sur les revenus du patrimoine, alors même que l'on est en salaire. Bref. Donc la loi Vincent avait fait l'objet, juste pour terminer sur ce point, avait fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel, évidemment portée par les groupes LFI et Rassemblement national, et on pense qui veut. Les sages de la rue Montpensier ont rendu seulement hier leur décision en disant circuler, il n'y a rien à voir. Autrement dit, il a été jugé que l'essentiel du projet de la loi était conforme à la Constitution et donc qu'il n'y avait pas de sujet concernant cette nouvelle disposition. Voilà. Vaste sujet qui nécessite en effet un webinaire spécial. Ouais, alors juste quand même, en résumé du résumé, retenez que le gain de cession taxé comme plus-value dans la limite d'un plafond équivalent au triple de la performance financière de l'entreprise au cours de la période de détention et qui peut donc bénéficier des différés d'imposition prévus notamment au 150.0b et suivants, c'est-à-dire sursis, report d'imposition pour ceux à qui ça part. Voilà. Et puis, accessoirement, quand on est au-dessus de ce seuil, donc triple de la performance financière de l'entreprise,
on est en salaire avec une contribution salariale de 10%. On te sent pointu sur le sujet, tu es prêt à accueillir des dossiers. Je confirme, naturellement. Allez, parle-nous du point suivant, s'il te plaît. Le point suivant qui concerne donc les BSPCE. Alors là aussi, c'est la loi de finances réforme la fiscalité des BSPCE. Les BSPCE, ce sont donc les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises pour tenir compte, là encore, des décisions relativement récentes du Conseil d'État qui ont remis en cause la doctrine de l'administration fiscale. Je rappelle que ces BSPCE sont des bons qui sont attribués gratuitement aux salariés et à certains mandataires sociaux pour des jeunes entreprises non cotées ou dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. Ce dispositif de BSPCE permet à leurs bénéficiaires d'acquérir finalement à prix décoté, car fixé lors de leur attribution, des actions de la société pendant une période déterminée. Donc jusqu'à présent, les gains nets réalisés lors de la cession de ces titres souscrits en exercice des BSPCE sont imposés par défaut au titre de l'impôt sur le revenu, au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8, auquel s'ajoutent évidemment les prélèvements sociaux de 17,2, au total 30% que tout le monde connaît. Si évidemment le contribuable y avait intérêt, il pouvait opter pour une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Depuis 2 jurisprudences qui sont venues s'interposer, le Conseil d'État a invalidé un rescrit fiscal qui refusait l'application du régime du sursis aux gains résultant de l'apport des titres souscrits en exercice des BSPCE d'une part, ça c'était en février 2024, et un peu plus tôt, en décembre 2023, la même juridiction avait annulé une doctrine administrative qui interdisait l'inscription de titres acquis en exercice des BSPCE dans un PEA. Donc la réforme dont on parle présentement porte 2 volets. Le premier, c'est l'introduction d'une distinction entre les gains d'exercice et les gains de cession. Le gain d'exercice, c'est l'avantage qui est constitué et qui correspond à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l'exercice du BSPCE et le prix d'acquisition des titres fixé au jour de l'attribution de ce BSPCE. Donc ce revenu est soumis au PFU ou sur option, comme je l'ai précisé précédemment, du contribuable au barème de l'impôt progressif sur le revenu, donc catégorie traitement et salaire. Donc, comme auparavant, en cas d'exercice du bénéficiaire dans la société, il y a, si c'est détenu depuis moins de 3 ans, une petite surtaxe, puisque le taux est renforcé de 30%, ce qui fait que les prélèvements sociaux passe de 17,2 à 47,2. Le gain de cession, lui, il est égal à la différence entre le prix de cession du titre acquis par BSPCE et la valeur de ce titre souscrit au jour de l'exercice du bon. Et lui, pour le coup, il est taxé au régime de droit commun des plus-values, des particuliers, donc avec l'éventuelle application des abattements pour durée de détention, je vous en fais l'économie, et donc la possibilité là aussi d'opter pour le barème. Je précise que s'agissant de plus-value, il est donc éligible lui aussi soit au régime du report ou en cas d'apport à une société contrôlée au fameux 150 0BTR qui est aussi un régime de report. Voilà. Le second volet de cette réforme, il concerne l'inéligibilité des titres au PEA. Alors malheureusement, la loi de finances 2025 légalise la doctrine administrative qui interdisait donc d'inscrire ces titres souscrits en exercice des BSPCE sur un PEA et sur un PE. Donc cette mesure s'applique désormais aux BSPCE attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. Puisque c'était un projet qui avait été pris par le gouvernement Barnier à cette époque. Les valeurs donc, figurant dans un tel plan, donc avant cette date, pourront être retirées dans un délai de 2 mois, contre le versement évidemment d'un montant qui correspondra à la valeur au jour de leur retrait.
Voilà ce que l'on peut dire sur les BSPCE. That's all. Voilà, that's all. Ensuite, je vois le chrono qui avance. Hein. Ensuite, je vais être extrêmement concis pour le reste, je vous le promets. Merci Vincent. Mais c'était très clair. Donc écoute, au moins nous. Ensuite, concernant les dispositions qui concernent donc les plus-values, cette loi de finances 2025 apporte certaines modifications et notamment, donc nous ne vous les avons pas toutes citées, hein, nous avons extrait certaines informations. Donc une mesure sectorielle qui concerne le milieu agricole. Donc il y a un dispositif qui permet donc d'encourager les cessions d'entreprise aux jeunes agriculteurs. Donc, un abattement forfaitaire de 600 000 euros a été mis en place au cours de cette loi de finances 2025 pour inciter les jeunes agriculteurs à reprendre donc des exploitations. Et cette disposition concerne l'ensemble de la profession, donc les viticulteurs, les céréaliers, etc. sont tous concernés donc par cette nouvelle disposition. Ensuite, une disposition cette fois-ci bien moins sectorielle hein, qui concerne les SARL de famille. Donc là, on est plus dans une réforme qui consiste à encourager la transmission d'entreprises familiales. Donc une SARL de famille, c'est une société qui est à l'IR puisque comme le prévoit donc son nom, SARL de famille, c'est une SARL qui est constituée entre des membres d'une même famille et donc sur le plan fiscal, c'est une société qui relève de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. Voilà. Et cette loi de finances 2025 prévoit un abattement spécial de 500 000 euros pour les cessions de parts de SARL à un membre d'une famille. Voilà, c'est une disposition qui apparaît cette année et qui vient donc dans le même contexte que la disposition d'exonération d'abattement forfaitaire en cas de départ à la retraite. Est-ce que Vincent, tu veux nous rappeler quel est le dispositif en cas de départ à la retraite? Oui, alors je ne veux pas rappeler tout le dispositif parce que malheureusement nous manquons de temps et c'est vrai qu'il y a plusieurs conditions à remplir, qu'elles concernent soit la société, soit l'opération de cession, soit même la personne concernée par l'opération. Mais simplement pour bref rappel, les plus-values donc, qui sont constatées lors d'une cession de titres par une personne qui prend sa retraite sont par principe imposables sous le régime des plus-values de cession de valeur mobilière. Pour ces personnes qui remplissent donc les conditions, un abattement fixe de 500 000 euros est prévu et cet abattement était applicable aux cessions qui étaient réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024. Et pour les raisons que l'on connaît, c'est-à-dire l'absence de loi de finances en 2024, on a tremblé pensant qu'à partir du 1er janvier de l'année en cours, c'est-à-dire 2025, ce dispositif n'étant pas reconduit et ayant pris fin au 31 décembre de l'année dernière, cet abattement serait supprimé. Bonne nouvelle, s'il en est, il est bien prorogé. Donc voilà pour l'essentiel. Petite précision avant de rendre la parole, bien sûr, c'est de dire que ce dispositif ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu, hein, c'est-à-dire que les prélèvements sociaux restent dus. Tu fais bien de le préciser. Ensuite, d'autres mesures qui cette fois-ci concernent davantage le secteur immobilier. Nous l'attendions à une réforme sur la location meublée. Alors cette année, donc la réforme consiste à durcir un peu le régime des loueurs en meublé non professionnels. Donc comme vous le saviez, donc les loueurs en meublé professionnels voient leur revenu de location meublée imposé donc en BIC après déduction des amortissements. Et jusqu'à présent, lors de la cession d'un bien immobilier donc qui est loué meublé, le régime de la plus-value appliquée est le régime des plus-values immobilières des particuliers sans retenir les amortissements dans le calcul.
Cette loi de finances 2025 revoit le calcul de la plus-value en réintégrant les dotations aux amortissements qui auraient fait l'objet d'une déduction lors de l'impôt sur le revenu. Et donc, l'assiette de l'impôt de la plus-value sera rehaussée des dotations aux amortissements qui auront été déduits à l'impôt sur le revenu. Et ensuite, le calcul de la plus-value, quant à lui, ne change pas. Donc, on reste toujours dans la plus-value immobilière des particuliers avec les abattements pour durée de détention, etc., ce que vous connaissez par le passé. Attention, une précision toutefois, les biens loués dans le cadre des EHPAD ou des résidences étudiantes, etc., ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure. Voilà. Ensuite, nous nous tenons à votre disposition si vous avez des questions plus précises sur la location meublée. Encore une fois, c'est un sujet où on pourrait faire un webinaire spécifique sur toutes les nouvelles mesures qui sont rentrées en application depuis le 1er janvier 2024 à aujourd'hui. Voilà. Ensuite, une autre mesure concernant le secteur immobilier, donc là plus sur les monuments historiques. Comme voilà, les monuments historiques, donc ce sont des biens qui peuvent être inscrits à l'inventaire et s'ils le sont, il y a une fiscalité spécifique qui est pratiquée pour inciter les propriétaires de monuments historiques à déduire les dépenses d'entretien. Et il y a une distinction entre les biens qui sont ouverts au public et ceux qui ne le sont pas. Et ben, cette loi de finances 2025 vise les biens qui ne sont pas ouverts au public et il ne sera plus possible de déduire la quote-part d'entretien pour ce type de bien. Voilà. Malheureusement, c'est une restriction. Ensuite, une autre mesure concernant l'immobilier, ah oui, ça c'est une mesure favorable. Il y a un abattement spécifique de 100 000 € qui apparaît avec cette loi de finances 2025. Donc, c'est un nouvel abattement en cas de don familial de somme d'argent. Donc, cet abattement de 100 000 € s'applique entre des membres d'une même famille. Donc, ça peut être un parent qui donne à un enfant, à un petit-enfant ou à un arrière-petit-enfant une somme de 100 000 € et ce donataire, donc la personne qui reçoit, aura la possibilité, aura le devoir, l'obligation plutôt, d'utiliser cet argent dans les 6 mois pour acquérir un immeuble neuf ou en l'état futur d'achèvement, ou encore, il pourra également utiliser cet argent pour des travaux de rénovation d'énergie affectés à une habitation principale. Voilà, il doit bien s'agir d'une donation en somme d'argent. Ce don peut être multiplié. Le donataire, donc celui qui reçoit, pourra recevoir jusqu'à 300 000 €, mais pas plus, pour ce projet immobilier. Donc, il pourra recevoir de ses parents et par exemple d'un grand-parent. Et si le donateur n'a pas d'enfant, le dispositif s'applique également pour les neveux et nièces. Voilà. Et si toutefois le donataire souhaite utiliser cette somme d'argent pour un investissement locatif, il pourra le faire à la condition d'investir donc dans un bien neuf et que le bien soit mis en location pendant une durée d'au moins 5 ans et que le preneur de bail ne soit pas un membre de la famille. Voilà, ça c'est une nouvelle disposition donc de la loi de finances 2025 qui incite voilà, à faire des donations pour qui va dans le sens de dynamiser le marché de la location. Immobilier de l'habitation. Ouais. Exactement. Et donc, tu nous confirmes, Sandra, que cet abattement est bien supplémentaire, c'est-à-dire qu'évidemment, il ne remet absolument pas en cause celui de droit commun, également de 100 000 € par parent, par enfant. Exactement, ainsi que celui de 31 865 dont par parent. Voilà. Ce sont des abattements qui s'accumulent. Et enfin, Vincent, tu nous parles de l'exonération partielle des plus-values en cas de changement de destination? Oui, enfin, un mot rapide pour dire que justement le projet de loi de finances 2025 donc, introduit une
une exonération partielle de plus-value en cas de vente d'un bien immobilier qui est suivi d'un changement de destination vers de l'habitation. Là encore, c'est un dispositif fiscal incitatif, à l'instar de l'abattement supplémentaire dont tu viens de nous parler. L'idée étant que les centres-villes tendus et qui manquent donc de logements, demain fassent l'objet d'une nouvelle poche pour qu'on puisse accueillir des personnes qui puissent y habiter et que ce ne soit pas que des commerces qui s'y installent. Voilà. Exactement. C'est vraiment dans le prolongement des dispositifs qui sont en vigueur depuis quelques années pour inciter le parc immobilier à rester centré sur des logements d'habitation. Une mesure plutôt pratique cette année pour la TVA concernant les travaux, donc les attestations qui permettent d'opter à une TVA au taux réduit vont disparaître et donc le professionnel va indiquer une mention express sur la facture afin de pouvoir justifier le droit de la TVA au taux réduit. Voilà, c'est une mesure pratique qui rentrera en vigueur au 1er juillet 2025. Donc, les attestations de travaux vont disparaître. La taxe sur les bureaux, rapidement, toujours dans le même contexte. Donc, la taxe sur les bureaux va être revalorisée, encore une fois, pour, comme tu le disais, Vincent, éviter que les centres-villes deviennent des centres d'affaires. Alors, bureaux, locaux commerciaux, stockage et surface de stationnement. Hein. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est en Île-de-France que cette augmentation est prévue. Merci Sandra. Anne. On passe à la fiscalité des entreprises. Alors rapidement, puisque la fiscalité des particuliers est assez dense dans ce projet de loi de finances. Je parle toujours de projet parce que, comme vous le savez, la loi de finances est soumise à la censure actuellement du Conseil constitutionnel. Donc on attend la promulgation. Donc dans toutes les dispositions, on parle au conditionnel. Même si c'est quasiment certain, mais on attend quand même le vote officiel de la loi. Donc, c'est bien de le rappeler parce que moi, je ne suis pas certaine d'avoir toujours utilisé le conditionnel. Donc, l'ensemble des notions exposées sont bien au conditionnel. Voilà, en tant que bon juriste, on respecte le vocabulaire. Donc, concernant la fiscalité des entreprises, alors il s'agit de mesures pour des très grandes entreprises, puisque la contribution exceptionnelle sur les bénéfices donc des grandes entreprises, des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Donc, vous n'êtes pas tous concernés, mais il est quand même important de s'arrêter sur cette mesure qui va permettre donc à l'État de dégager un peu de trésorerie grâce aux entreprises, puisque cette contribution exceptionnelle qui devait être assise sur l'IS 2024, mais qui ne le sera pas, puisque la loi n'a pas été votée et promulguée en temps et en heure au 31 décembre 2024. Donc, ça ne s'appliquera que sur l'IS dû au titre de 2025, mais avec une assiette quand même de l'IS qui a été versée en 2024 et en 2025. Et ce taux donc, varie en fonction du chiffre d'affaires réalisé par les très grandes entreprises. Si le chiffre d'affaires est inférieur donc, à 3 milliards d'euros, le taux serait de 20,6%. Si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros, le taux serait de 41,2%. Et pourquoi je parlais donc, davantage de trésorerie pour le trésor public, c'est parce qu'il y a effectivement cette contribution qui serait due au niveau de l'acompte, donc de quatrième et dernier acompte des sociétés qui clôturent au 31 décembre, donc qui est versé le 15 décembre et qui doit être équivalent à 98% donc du montant dû. Ça permettra à l'État d'avoir une recette dès le mois de décembre. On continue donc sur la fiscalité des entreprises avec une mesure qui concerne toutes les entreprises, toutes les sociétés. Il s'agit de la CVAE. Comme vous le savez, la CVAE devait disparaître. Or,
la loi de finances a repoussé la suppression progressive et il en est de même pour la loi de finances 2025. Sauf qu'au niveau des taux, on devait avoir donc une disparition progressive avec des taux qui diminuaient d'année en année, donc exercice par exercice. Comme en 2024, la loi de finances pour 2025 n'a pas pu être votée, on s'arrête pour la CVAE due au titre de 2024 qui sera liquidée en mai 2025 sur les taux qui étaient inscrits dans la loi de finances pour 2024. Ce qui veut dire que les taux ont été gelés. Et donc, l'État ne pourra pas récupérer ce qu'il souhaitait récupérer au titre de cette CVAE. Donc, le législateur a créé une contribution. Alors, je passe, le slide. Une contribution donc, complémentaire à la CVAE pour tenir compte de ce manque à gagner. Et cette contribution donc, complémentaire sera due par le versement d'un acompte au 15 septembre et bien sûr une liquidation, comme toujours dans le cadre de la CVAE, en mai 2026. Et cette contribution a un taux de 47,4% du montant de la CVAE. Donc, c'est assez important. Et donc, il sera dû à 100% en acompte au 15 septembre. Ce qu'il faut noter et ce qui est important de relever, c'est que pour certains d'entre vous qui plafonnent en fait donc la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, pour rappel, la CET est composée de la CFE qui concerne le foncier et de la CVAE. Il y a une mesure qui permet aux entreprises, notamment quand le foncier est assez important et que les cotisations CFE sont très importantes en comparaison à la valeur ajoutée dégagée par la société, de plafonner le montant de la CET. Or, cette contribution complémentaire ne ferait pas partie de cette assiette. Donc, elle serait due et donc c'est un peu une double peine, si je puis me permettre. On continue donc sur la fiscalité des entreprises avec donc une disposition relative au crédit impôt innovation et crédit impôt recherche. Donc, le crédit impôt innovation, on en avait déjà discuté au mois de janvier, puisque c'était hypothétique, devait être prorogé avec un abaissement du taux. Ça a été acté et donc il y a une prorogation du bénéfice donc, du crédit impôt innovation et le taux donc, est diminué à 20%. Concernant le CIR, il y a un aménagement en fait, du CIR, c'est-à-dire que certaines dépenses seraient exclues. Donc, on vous invite à être vigilant sur le scope de ces dépenses. C'est ce qui concerne notamment les brevets, les certificats d'obtention végétale. Et pour les personnes concernées, on se tient à votre disposition pour en discuter. Donc, on voit que l'assiette des dépenses du CIR se réduit. Donc, je suis désolée pour ces mauvaises nouvelles, mais c'était attendu. Une autre disposition qui concerne des très grandes entreprises, on en a entendu parler dès le dépôt du projet de loi de finances en octobre, c'est la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat des titres pour les très grandes entreprises donc, qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Le taux de cette taxe est donc 8% du montant minimal de la réduction de capital consécutive au rachat. Et la bonne nouvelle, c'est que pour les sociétés, notamment, on pense aux grands groupes bancaires, assurantiels et même industriels qui distribuent des actions gratuites donc à leurs salariés, c'est que si cette réduction de capital consécutive au rachat a pour but de distribuer donc, et d'allouer des actions gratuites aux salariés, ils ne seraient pas concernés par cette taxe. Alors, un peu d'international. Donc, je continue, je passe au pilier 2 avant de revenir sur la consécration de la notion de bénéficiaire effectif, puisqu'on est toujours dans les très grandes entreprises. Pilier 2, vous le savez, c'est donc l'instauration d'une imposition minimale mondiale de 15% pour les groupes internationaux, mais également franco-français. C'est-à-dire que les sociétés françaises sont concernées par ces obligations déclaratives assez importantes. Et donc, ce dispositif concerne les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros. Tout le monde n'est pas concerné, mais il est important de noter que dans la continuité de la loi de finances qui a transposé la directive
qui avait été elle-même prise en application des réglementations OCDE. Donc, dans ce prolongement, on aménage les règles d'application de pilier 2 pour le calcul de cet impôt minimal mondial qui, un peu donc, à l'instar de la contribution différentielle qu'a évoqué Vincent tout à l'heure, où il faut reverser la différence d'impôt si on n'arrive pas à une imposition minimale mondiale de 15%. Bon, vous le savez tous, hein, c'est pour éviter l'évasion fiscale et pour imposer donc un minimum de taxation. Autre consécration donc par la loi de finances, et pour éviter des abus, on est toujours dans cette recherche d'éviter donc les optimisations fiscales à la limite de la fraude fiscale. Donc c'est la consécration de la notion de bénéficiaire effectif dans la règle en fait de versement donc des dividendes et des retenues à la source, puisqu'il peut y avoir certains montages pour éviter ces retenues à la source. Donc là c'est vraiment une disposition qui a le but d'éviter des abus. Enfin, quelques mesures diverses qui restent assez importantes. Donc, on commence par la taxe sur les salaires. En ce qui concerne l'assujetti unique, donc, il s'agit du groupe TVA. Pour certains, vous êtes concernés par le groupe TVA. C'est ce qui a remplacé les groupements de fait du 261B du Code général des impôts qui concernait les entreprises d'assurance et les entreprises bancaires. Pourquoi ? Parce que à l'origine, ça concernait les non-récupérateurs à 100% de la TVA, c'est-à-dire des sociétés dont le chiffre d'affaires n'est pas intégralement soumis à TVA. Ces groupes de TVA permettaient aux entreprises en faisant partie de réaliser donc des facturations intra-groupes hors champ d'application de la TVA. Donc ce groupe qui existe dans d'autres pays européens, mais en France, on a une particularité, c'est la taxe sur les salaires. Donc la problématique, c'est qu'il y avait un frottement assez important, frottement fiscal, entre la taxe sur les salaires et ce groupe TVA, puisque toutes les flux intra-groupes qui donc étaient réalisés par la constitution de ce groupe TVA venaient en fait augmenter l'assujettissement à la taxe sur les salaires, puisque je vous rappelle, la taxe sur les salaires, c'est le pendant en fait de la TVA pour les non-récupérateurs à 100%. Ces sociétés sont assujetties à une taxe sur les salaires. Ce qui veut dire que les groupes industriels, les groupes commerciaux et toutes les sociétés qui sont soumises à 100% à TVA et qui récupèrent 100% de leur TVA déductible ne voyaient pas l'intérêt et la pertinence de constituer des groupes TVA. Donc, parce que ça allait les assujettir de facto à la taxe sur les salaires. Donc l'année dernière, dans la loi pour le financement, le projet de loi pour le financement de la sécurité sociale, il avait été pris une mesure pour justement écarter du scope et donc du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires tous les flux intragroupes TVA. Néanmoins, le Conseil constitutionnel avait sanctionné cette disposition en la considérant comme un cavalier budgétaire et qu'elle n'avait rien à faire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc fort heureusement, la loi de finances pour 2025 donc, intègre ces dispositions, ce qui permet d'ouvrir donc, la possibilité d'appliquer le groupe TVA aux groupes qui sont dans l'industrie, qui sont dans le commercial, encore une fois je me répète, ou dans l'immobilier et qui récupèrent 100% de leur TVA déductible. Et enfin, le taux de la taxe sur les transactions financières. Je continue Non, oui, non, mais pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il est prévu, sans surprise, j'ai envie de dire, une hausse du taux de cette taxe qui doit passer donc de 0,3% à 0,4%. On peut peut-être se satisfaire puisqu'il était prévu 0,5 comme cela avait été envisagé dans les précédentes discussions parlementaires. Mais voilà, on prend 0,1% de taxation en plus sur ce type de transactions. Alors je ne sais pas si parmi nos auditeurs, nous avons beaucoup permettez-moi l'expression, de boursicoteurs, mais en tous les cas, voilà, ça sera un petit peu plus onéreux que ça ne l'était déjà. Si Anne, une précision donc sur la taxe sur les salaires, on est bien d'accord que ça ne concerne donc que les redevables du groupe TVA. Une holding animatrice, une holding mixte
est-ce qu'elle serait concernée par cette réforme? Non, parce qu'effectivement, ça ne concerne que si une holding devait rejoindre un groupe TVA avec ses filiales, devait constituer un groupe TVA, et qu'elle était déjà soumise à la taxe sur les salaires, elle ne pourrait pas bénéficier de la mesure parce que cette mesure ne concerne que les sociétés qui, avant d'entrer dans le groupe TVA, n'étaient pas assujetties à la taxe sur les salaires. Donc la holding serait toujours assujettie à cette taxe sur les salaires, et c'est un vaste sujet aussi des holdings mixtes qui s'immiscent dans la gestion des filiales. Exactement. Est-ce qu'on peut juste repréciser donc la contribution exceptionnelle qu'on attendait tous sur les comptes 2024, donc qui avait été provisionnée par certains. Là, on est certain, dans les comptes 2024, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vrai que c'était une véritable question. On l'a vu pour certains de nos clients qui avaient provisionné, donc effectivement cette contribution, non, il n'y en a pas pour 2024. Il y en a pour 2025, mais il faudra quand même provisionner l'acompte de décembre, donc à hauteur de 98%, et être vigilant quant à l'assiette. Ce sera 2024 et 2025. Voilà, je pense qu'on a terminé sur la fiscalité des entreprises. Je crois qu'il y a quelques questions. Bon, simplement, on peut peut-être dire que l'entrée en vigueur de cette loi serait, alors à défaut donc évidemment d'une entrée en vigueur spécifique qui ferait l'objet d'une disposition particulière, mais en matière d'IR, ça concerne l'impôt sur le revenu de 2025. Autrement dit, pour ceux d'ailleurs qui nous ont suivis il y a encore un mois de ça à la Maison du Barreau, on se posait encore quelques petites questions sur les distributions de dividendes effectuées jusqu'au 31 décembre 2024. Là, on est certain que ça ne sera pas sous le régime de cette loi nouvelle. Et en matière donc d'IS, comme l'a rappelé donc Anne à l'instant, ça concerne les exercices qui seront clos finalement au 31 décembre de cette année. Et puis pour toutes les autres dispositions fiscales, par principe, c'est au lendemain de la publication de la loi que l'on vient de tenter de vous résumer, malgré sa densité et parfois sa technicité, on s'en excuse, mais c'est vrai que c'est pas complètement simple. J'en profite aussi pour dire un mot sur les management packages et les donations avant session, qui sont souvent des opérations classiquement pratiquées parce que optimisantes, et bien celles-ci perdent un peu de leur intérêt au plan économique, mais je n'en dis pas plus car là aussi ça mériterait quelques développements particuliers. Un autre point, en effet, qu'on n'a pas noté dans mes slides, qui concerne les droits d'enregistrement sur les cessions d'immeubles. Il y a également un rehaussement pour les acquéreurs des droits d'enregistrement qui est envisagé. Ce sont des dispositions qui seraient appliquées par chaque département, et le taux maximal des droits de mutation devrait être porté de 5,8 à 6,31 tout au plus. Voilà, donc ça, nous attendons l'entrée en vigueur de la loi pour que ça soit répliqué. Ensuite, donc les questions. Alors, concernant la contribution exceptionnelle, Vincent. Exceptionnelle ou différentielle? Pardon. Non, mais elle peut être exceptionnelle aussi, parce que celle-ci perdure, ainsi que j'ai pu quand même le préciser. Concernant cette contribution différentielle, nous avons une question. Tu confirmes bien que l'imposition sera un minimum de 20% et qu'il n'y aura pas un doublon avec la CEHR? Non, alors effectivement, oui, je confirme, pardon, parce qu'il y a deux questions dans celle-ci. Je confirme qu'il faudra que le contribuable règle au moins 20% de son revenu fiscal de référence ajusté. Et pour faire ce calcul,
on va regarder quel est l'impôt réellement à acquitter par ce contribuable, et dans cette enveloppe d'impôt réellement acquitté par ce contribuable, il y a l'impôt sur le revenu, il y a la CEHR au sens exceptionnel sur les hauts revenus, et il y a également les prélèvements à la source que nous avons sur les distributions notamment de dividendes lorsqu'on déclare ça le 15 du mois suivant par une déclaration de 1777 pour ceux à qui ça parle. Bon, voilà, donc toutes ces impositions-là sont agrégées pour constituer l'impôt réellement à acquitter, et si ce montant agrégé représente au moins 20% du revenu fiscal de référence, alors il n'y a pas de contribution différentielle. Dans le cas inverse, la différence entre le montant théorique de 20% de ce revenu fiscal de référence et le montant réel à acquitter, eh bien, cette différence constituera le nouvel impôt au titre de cette nouvelle contribution. Ok, c'est très clair. Ça me fait rebondir en fait sur ces contribuables, hein, donc compte tenu de leurs revenus, donc comme on disait tout à l'heure, ce sont de généreux donateurs, hein, voilà, ils ont un volume de dons qui est assez conséquent et donc ils ne pourront plus bénéficier d'avantages fiscaux sur l'intégralité des dons si toutefois ils dépassaient le seuil des 20%. Et également, ce sont des investisseurs dans des monuments historiques ou dans des biens immobiliers qui relèvent du label de la Fondation du patrimoine. Et pareil, donc, l'ensemble des dépenses pour entretenir le patrimoine immobilier français ne permettrait plus d'avoir cet avantage fiscal. Oui, disons que la niche fiscale que représentent certains investissements dans ce type de bâtiments, monuments historiques ou autres, serait évidemment tenue par principe, mais pour les contribuables qui n'atteignent pas 20% de leurs revenus, eh bien, se verraient rattrapés par cette nouvelle contribution différentielle. Donc la pression fiscale s'accentue et cela vient réduire évidemment l'avantage que ces niches pouvaient par ailleurs octroyer à certains contribuables concernés. Voilà. Merci. Et l'IFI dans tout ça, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qui se passe pour l'IFI? Rien. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, tout au moins par rapport à ce qu'on avait pu entendre. L'IFI devait être étendu sur son assiette, puisque au-delà de l'immobilier, ça devait être un peu plus général. Et pour l'instant, il n'y a aucune réforme de ce point de vue. Donc, j'ai envie de dire statu quo. Les règles que vous connaissez restent donc applicables et l'IFI demeure. est par rapport aux années passées, comme depuis 2018, je crois. Contrairement à ce qu'un client a voulu me faire dire la semaine dernière, mais entendu parler, ça signifie qu'il a disparu. Mais non, l'IFI demeure. Voilà, rien ne change pour cet impôt. Absolument. Il y a d'autres questions. Je vais faire un petit intermède fiscalité des entreprises. Une question, donc, est-ce que la contribution exceptionnelle d'IS s'applique aussi à l'IS dû au taux réduit? Non, puisqu'en fait, l'application du taux réduit d'IS ne concerne que les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros. Il y a d'autres aussi conditions relatives au capital libéré et à la détention par des personnes physiques. Or, la contribution exceptionnelle sur l'IS s'applique aux sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Donc, rassurez-vous, ça concerne les très, très grandes entreprises. C'est pour ça que dans la presse, on avait entendu Bernard Arnault et autres dirigeants de groupes qui étaient concernés. Et la flat tax sur les dividendes, donc la flat tax demeure aussi à 30%, contrairement à ce
qu'on avait envisagé, avec un passage à 34%, donc ça reste bien à 30%, mais il y a bien la contribution différentielle qui permettrait donc le rattrapage. Vincent, tu peux nous refaire un décryptage rapide? Oui, alors sur la fiscalité des dividendes, principe effectivement retenu à la source de 30%, avec 12,8 en impôt sur le revenu, 17,2 en prélèvements sociaux. Le contribuable peut néanmoins opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu s'il y a intérêt. Attention, je rappelle que cette option est non seulement annuelle, mais également globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas opter pour telle distribution et pas pour telle autre. Donc quand on le fait, c'est général pour toute l'année. Et ce dispositif-là est donc maintenu jusqu'à loi nouvelle, j'ai envie de dire, puisque là, il n'est pas exclu qu'en décembre prochain, lors d'une loi de finances qui, cette fois, serait prise dans des délais plus ordinaires, eh bien, on augmente de quelques points le taux de 12,8 lié à l'impôt sur le revenu. Et comme cette loi serait prise dans cette hypothèse avant le 31 décembre 2025, c'est-à-dire avant le fait générateur de l'impôt sur le revenu, celle-ci viendrait s'appliquer de manière rétrospective au 1er janvier 2025. Et techniquement, donc dans le jargon, on appelle ça la petite rétroactivité. Et pourquoi? Parce que la loi serait quand même antérieure, encore une fois, au décembre, qui est le fait générateur. C'est pour ça qu'on ne parle pas à proprement parler de rétroactivité. Enfin, pour le contribuable, c'est un peu la même douleur, quel que soit le terme employé. Donc on a quand même cette incertitude. Mais en l'état actuel du droit, effectivement, on peut dire que la fiscalité sur les dividendes pour les personnes physiques est maintenue. Il y a une question encore concernant la fiscalité des entreprises et la CVAE. Donc, une personne n'a pas bien compris donc, le plafonnement et la contribution complémentaire. Donc, je vais simplement répéter. Donc, il y a une disposition législative qui permet à toutes les sociétés de plafonner leurs cotisations dues au titre de la contribution économique territoriale. C'est-à-dire que la CET, qui est composée d'une cotisation CFE et d'une cotisation CVAE, ne peut pas être supérieure, je crois que c'est 2%, donc ces deux cotisations cumulées ne peuvent pas, le montant être supérieur à 2% de la valeur ajoutée dégagée par la société. C'est-à-dire que si la valeur ajoutée d'une société est de 75 000, on va plafonner et demander un dégrèvement pour plafonnement en fonction de la valeur ajoutée auprès du Trésor public, auprès de l'administration fiscale et donc du Trésor public. La nouveauté avec cette contribution complémentaire, c'est que le législateur a prévu que cette contribution ne ferait pas partie de l'assiette de ce plafonnement. C'est-à-dire qu'on va uniquement prendre la cotisation CVAE classique et la cotisation CFE et on ne tient pas compte de cette contribution complémentaire. Donc, c'est vraiment une contribution complémentaire. Alors, on ne va pas dire injuste, mais c'est pour compenser donc, le fait de gel et tout simplement la non-promulgation de la loi en temps et en heure. J'espère que c'était un peu plus clair. Bon, je pense que nous sommes arrivés au terme. Il est 10h29, donc nous avons tenu le timing d'une heure comme annoncé. 45 minutes, pardon. Merci beaucoup à tous les 3 pour vos explications très claires qui ont d'ailleurs été tout à fait saluées dans le chat. La présentation sera disponible en replay. On vous a également mis le support en téléchargement. Donc, on peut bien évidemment pas répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à revenir vers nos experts. Si vous avez le moindre besoin, vous avez leurs coordonnées dans la présentation. Il nous reste à vous remercier vivement d'avoir participé à ce webinaire et on vous dit à très bientôt, peut-être pour les sujets spécifiques qui ont été
aborder ce matin. Merci à tous, très bonne journée. Merci à tous nos auditeurs, merci mesdames, et à bientôt. Merci. Merci et bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin.